Le podcast est présenté par Altitude Sport, qui est une boutique 100% en ligne, basée à Montréal, d'équipements et de vêtements de plein air. Ma boutique préférée, c'est là que j'achète presque tout mon équipement sportif. Ils ont plus de 40 ans d'expérience, au-dessus de 400 marques, dont les plus connues, plus de 60 marques canadiennes. Une livraison extrêmement rapide. Et avec l'hiver qui arrive, on m'a demandé de vous donner 3 recommandations pour être bien équipé pour courir l'hiver. La première chose que je devrais recommander, c'est con, mais c'est des bons gants. Parce que des gants, vous ne pouvez pas avoir des gants, des mitaines magiques ou des grosses mitaines qui vous deviennent toutes mouillées puis qui sèchent mal. Ce que ça prend, c'est des gants qui sont minces, qui ont de l'adhérence aussi, parce que des fois, tu veux sortir ton cellulaire, tu veux pas comme te sortir le doigt. Fait que des gants qui peuvent permettre de toucher à ton cellulaire et des gants qui sèchent vite. Ça, c'est clé. Ensuite, ça prend des souliers qui sont confortables. Puis honnêtement, là, ça, c'est une opinion, peut-être que c'est pas populaire. Moi, je trouve que les souliers en Gore-Tex, c'est pas nécessaire. Parce que les souliers en Gore-Tex, ce que ça fait, c'est le fun pour garder de l'eau à l'extérieur des souliers, mais s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, ou si vous suez des pieds, puis ça arrive quand vous faites du sport, même s'il fait moins 15 dehors, si vous avez des bons bas puis vous faites un effort, vous allez suer des pieds. S'il y a de la neige qui rentre dans vos souliers, sécher après ça, c'est compliqué. Fait que je vous conseille plus de prendre des bas qui sont chauds et des souliers de trail normaux que des souliers en Gore-Tex. Ça, c'est mon opinion. OK? Je sais que c'est controversé, mais je m'en fous. Et la troisième chose, c'est d'avoir plusieurs couches. D'avoir des couches qui s'enlèvent et que vous pouvez traîner avec vous après. Parce que si vous commencez à suer, vous allez détester courir l'hiver. Moi, c'est ce que j'ai appris. La seconde que je sue, c'est que je sais que je suis trop habillé. Fait que j'ai des couches. J'ai un t-shirt, j'ai un hoodie, j'ai une veste, tout dépendant de quelle température il fait, c'est l'épaisseur de ma veste. Puis quand j'arrive et je commence à courir, là, j'enlève une couche. Puis là, si j'ai besoin d'enlever une autre couche, j'enlève une couche. Ça m'arrive des fois, il fait moins 10 dehors. Ça m'arrive de finir ma course en t-shirt. Juste pour vous dire. Fait que, bref, c'était ça mes conseils pour la course d'hiver. Toutes ces affaires-là que j'ai dit en passant, c'est disponible sur Altitude Sport. Puis je sais que j'ai bâché un petit peu les souliers en Gore-Tex. Puis je sais qu'Altitude Sport en ont probablement. Mais c'est mon opinion parce que ma blonde, elle a des souliers en Gore-Tex. Puis elle a triple là-dessus. Fait que peut-être que vous aimez ça aussi. Économisez jusqu'à 20% sur votre première commande en utilisant le code UPICA. Toutes les infos sont dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Cette semaine, je reçois Victor Larocque, tout droit sorti de sa victoire au 100 miles Chihuahua au Mexique by UTMB, qui vient de remporter ce 100 miles-là de façon légendaire, avec une large avance. Cette victoire-là qui le qualifie pour l'UTMB l'an prochain, donc vraiment une grosse victoire, là. Et donc, je voulais que Victor nous raconte sa course, nous raconte un peu comment ça se passe, une course aussi dépaysante que celle-là. Il nous raconte, comme on fait habituellement sur le UPICA Podcast, il nous raconte évidemment toute sa préparation et la course, comment ça s'est passé comme tel. Et ensuite, ce qui est le petit twist qu'on donne à cet épisode-là, Charles Castonguay, coach Charles Castonguay, un habitué du podcast, le collègue du coin du geek, vient pendant le podcast pour décortiquer la préparation de Victor, parce que Victor est coaché par Charles. Donc, on discute de leur plan d'entraînement, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se préparer pour cette course-là, qui était l'objectif A de Victor. Et c'est vraiment fascinant. Donc, on fait un deep dive dans la préparation. Pour ceux qui aiment le coin du geek, là, c'est comme un mélange des deux. Moi, j'adore ça. J'adore aller deep dans le training stuff. Fait que c'est idéal. Le podcast est présenté par UPICA. UPICA, c'est votre compagnie. Je dis votre, mais c'est la mienne, mais c'est la vôtre. C'est celle à tous nous. Nous tous. C'est notre compagnie à tous, devrais-je dire, pour les
l'alimentation de sport d'endurance. Donc, on a le Upica Endurance, qui est notre drink mix pour pendant l'effort. Le Carb Boost, qui est notre mix de carbs pour aller augmenter la teneur en glucides dans nos bouteilles. Le Récup pour récupérer après l'activité. Et on vient de sortir des bars qui sont à consommer avant l'activité ou pendant des longs efforts à basse intensité ou bien tout de suite après l'effort pour bien remplir les réserves de glycogène. C'est des bars, 50 grammes de bars, 40 grammes de carbs par bar. Donc, c'est des bars à teneur glucidique élevée. La saveur qu'on a, c'est aux petits fruits. Je les adore. Honnêtement, à chaque matin, quand je me lève puis que je veux prendre ça avant d'aller courir à place de prendre un gros déjeuner pour pouvoir déjeuner après ma course, ben c'est un petit treat le matin quand je me lève puis je prends ça avec mon café. Bref, allez sur upica.ca, utilisez le code promo UPICA Podcast pour 10% de rabais sur votre commande. Sans plus attendre, bon podcast. Parfait, that's it, on roule. Merci d'être là, man. Merci de m'accueillir. En direct du crew. Tu viens-tu au crew des fois? 2 fois à date, de façon plus informelle. Là. Ouais. C'était vraiment malade. Tu cours-tu sur des tapis roulants? Hein? Beaucoup? Je suis un grand fan de tapis roulants. Puis en fait, j'ai mon crew dans mon garage. Ah ouais, qu'est-ce que c'est ça? Pas mal le même setup qu'ici. Là, fait que, ouais. Avec un écran, puis tu te mets des trainings. Puis... Ouais, je me promène sur Watopia en masse pendant l'hiver. Ouais. Ouais. Puis est-ce que tu fais... là, je pars vraiment sur une parenthèse, là, parce qu'on va tomber dans le vif du sujet après, mais étant donné qu'on en parle, est-ce que tu fais du uphill sur le tapis roulant? J'ai commencé à le faire dans des jogs, mettons, sans intervalle. Ouais. Fait que, mettons, je regarde sur Watopia, par exemple, OK, ça monte à 5%, fait que là, je change l'inclinaison de mon tapis, tu je le mets à 5. Ouais. Puis après ça, je redescends parce que le tapis va dans le négatif aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça fait passer le temps aussi, je trouve, c'est quand même cool. Là. Ouais, puis c'est... moi, j'ai commencé à faire ça, genre une heure de zone 2 avec une grosse inclinaison. Puis je trouve que c'est moins taxant biomécaniquement, là, on dirait. Ça permet de faire de la zone 2, puis... Moi, je mets mon tapis à 1% là, de base. Ouais. Puis je ressens pas ça nécessairement, mais j'ai jamais fait vraiment juste du uphill. Mais c'est sûr que musculairement, ça doit être bon. Là. J'imagine. Peut-être des dangers au niveau des tendons, tendons d'Achille, mais bon. Fait que là, ça fait combien de temps que tu es revenu du Mexique? Ça fait 2 semaines maintenant. Ouais. Puis comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je suis revenu du Mexique physiquement il y a 2 semaines, mais ma tête est restée raccrochée là-bas dans le canyon pendant au moins 1 semaine après mon retour. Je revivais la course là, dans ma tête là, tout le temps, en fait. Là. Ma blonde, elle me disait « Victor, t'es tombé dans la lune », puis tout. Effectivement, je repensais à chaque petite chose que pendant la course, j'étais tellement dans ma bulle que je réalisais pas. Puis c'est après coup que tu repenses à tout ça. Là, Puis physiquement... Physiquement, c'était pas si pire. Ouais, je suis revenu assez vite. T'sais, ça m'a moins raqué qu'un marathon, on va dire. Ouais. Juste le fait d'avoir différentes intensités, de bouger différemment en ultra. Tu t'arrêtes au ravito aussi à chaque 10-15 km. Fait que, c'est moins un gros stress mécanique là, qu'un marathon, par exemple, que tu as tout le temps le même patron de course puis que c'est vraiment intense pendant 2h30. Donc j'ai vraiment pas été si pire là, à ce niveau-là. Nous, on s'était croisés au Centre des Glaces au début, ou à la fin de l'hiver là, passé, si je me rappelle bien. Oui. Non, sûrement en hiver, parce qu'on était au Centre des Glaces. Là. Ouais. Mais fait que là, tu te préparais pour Ottawa, exact. Le marathon d'Ottawa. C'est quand tu as décidé de tes objectifs pour la saison? J'ai pas mal planifié ça à pareille date l'année dernière. Ouais. Fait que c'est là que j'avais fait tout mon planning avec une saison le plus marathon au début, avec Ottawa comme objectif. Puis après ça, je tombais là, sur ma saison de trail. J'aime ça planifier tout en avance pour justement que ça soit logique aussi au fil de la saison. Ouais. Donc, c'était pas mal là, à l'automne là, l'année dernière. Puis la course au Mexique était planifiée aussi? D'avance ou non?
Ça, non, je savais pas. Je savais que je voulais faire une longue course avec un objectif long de fin de saison, mais ça a été long avant que je décide de faire Chihuahua by UTMB. Je savais même pas que cette course-là existait à ce moment-là. Là. Ouais. J'hésitais entre plusieurs, des 100 miles, des 100 kilos. Puis, ultimement, c'est Chihuahua pour différentes raisons que j'ai décidé de faire. Je voulais faire une course by UTMB. Ouais. Commencer à ramasser des cailloux puis tout ça. Je sais pas si c'était un peu au courant de la patente. Ouais. Okay. Fait que là, au début, je regardais Grindstone en Virginie. Ouais. C'était un genre de 14 heures d'auto. Puis la course, on dirait qu'elle m'apparaissait moins intéressante en termes de paysage puis tout ça de prime abord. Fait que c'est pour ça que je peux aller vers ça. Puis c'était aux States, fait qu'à ce moment-là, j'étais comme moins intéressé aussi à y aller. Après ça, il y avait Whistler, qui était un 100 km au mois de septembre. Je voulais faire plus long que 100 kilos, vu que j'avais déjà fait le 125 Arcana. Puis je savais que je voulais faire l'UTMB éventuellement. Fait que là, je voulais me créer de l'expérience avec des plus longues distances. En dépassant le 125 km. Fait que là, Whistler, pour ça me tentait moins. Puis là, j'ai vu Chihuahua qui est apparu, je pense, au mois de mars dans le calendrier UTMB. J'ai regardé sa carte, qu'est-ce qui est le plus proche de Québec. Il n'y en avait pas bien. On s'entend. Borealis n'était pas là à ce moment-là. Fait que là, j'ai vu, OK, Chihuahua, c'est quoi ça? Fait que là, j'étais allé voir les photos. Les canyons incroyables, un endroit absolument sauvage. Fait que là, tout de suite, j'ai été intéressé. Fait que j'ai réfléchi un peu, puis j'étais allé vers ça. Nice. Ouais. Fait que si on back up juste un petit peu, Ottawa, comment ça a été? Moi, je t'ai croisé à la fin. Ouais. Tu m'as dit une phrase de wisdom que je vais me souvenir longtemps. C'était « Tu peux pas être déçu d'un PB ». Parce que moi, j'étais arrivé, j'étais déçu parce que c'était pas le temps que je voulais, mais c'était un PB au de 4 minutes. Au finish line, tu parles? Exact, okay. exact. Ouais. Tu m'as dit « Hey, tu peux pas être déçu d'un PB ». J'ai fait « Tu sais-tu quoi, man? T'as raison. » Puis du moment que tu m'as dit ça, j'ai arrêté d'être déçu de ma course. Fait que j'ai été déçu pendant 2 minutes 30 à peu près. En fait, non, c'est pas vrai. À partir du kilomètre 30 jusqu'à la 2 minutes 30 après l'arrivée. Ouais, je comprends. Fait que comment ça a été, toi, Ottawa? La préparation pour le marathon, ça a été vraiment... Moi, j'adore ça, sérieusement. Puis, tu sais, j'avais suivi, en fait, ta progression à toi via le podcast. Je trouvais ça cool, puis je t'en avais parlé au centre de glace aussi. Mais moi, ça a super bien été. C'était la première fois que je travaillais avec Charles Castonguay. Là, d'ailleurs, il va venir tantôt pour faire un petit recap de la prep comme telle. Là, ouais. Fait que c'est ça, tu sais, avec les zones d'effort, puis tout ça, tu sais, ça, j'ai bien aimé. Ça a bien été la progression, sauf que moi, j'ai un garçon de 3 ans qui est à la garderie. Donc, je subis les microbes assez régulièrement pendant l'hiver. Puis là, c'est une préparation d'hiver là, quand même pour le marathon d'Ottawa. Fait que c'est sûr que j'ai eu des périodes où est-ce que j'ai été malade, j'ai dû couper des trainings, puis tout ça. Puis, j'ai eu, là, dans le fond, la course, c'était le dimanche. Je ne sais pas si tu te souviens. Moi, le vendredi, j'ai su en tant que tel là, que mon garçon et moi, on avait une infection. Donc, en tant que tel, je suis tombé sur les antibiotiques le vendredi. Ça faisait un petit bout que j'étais malade. Ouais. Puis, à 2 jours de ton objectif. À 2 jours de mon objectif. Marde, là, Fait que là, j'ai appelé Charles. J'ai dit, Charles, j'ai ça. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Là, il était comme, Victor, impossible, ça ne marchera pas. Tu ne pourras pas faire ton objectif. Tu vas être déçu, c'est sûr. Moi, je visais 3 minutes 30 du kilomètre. Fait que, mettons, on va dire un 2,27. Les parcours sont toujours un peu plus longs. Fait que, je me dis peut-être 2,28, quelque chose comme ça. Fait que là, c'est ça. C'est resté de même. Là, je suis retourné chez nous. J'étais bien déçu. Là, j'étais en train de couper tout le bois chez nous que j'avais sous la galerie. Là, ma blonde, elle me voyait aller puis elle s'est dit non, il faut qu'il y aille. Ça a comme pas de bon sens. Fait que là, elle m'a motivé. Finalement, la gang avec qui j'étais censé y aller sont partis sans moi. Je suis parti le samedi matin. Puis, tu sais, ça, dans le fond, ce que j'avais, c'est une infection au streptocoque. Puis, les antibiotiques sont quand même vraiment efficaces pour ça. Fait que là, je me suis rapidement senti mieux. Puis, j'ai fait la course de façon vraiment plus, on va dire, là, conservatrice. Je suis parti plus smooth. Puis, ça a quand même bien été. J'ai fait un PB 2h30 alors que j'avais fait 2h33 à mon premier marathon à Ottawa l'année d'avant. Fait que, tu sais,
Comme tu dis, un PB, c'est un PB. Fait que, c'est un PB. J'étais content. En fait, c'est pas comme je dis, c'est comme toi, tu dis. Comme tu dis que je dis. Ouais. Puis j'ai fait une 15, une 15. Fait que, tu sais, au final, even split, j'étais bien content. Ce qui est peut-être la chose à faire. Hein? On avait parlé avec Charles, justement, après le marathon. C'est comme, peut-être que c'est comme ça qu'il faut le faire, là, tu sais. Écoute, c'est dur à dire. Chaque course est différente avec le profil puis tout ça. Tu sais, comme là, je vais faire Boston l'année prochaine. La deuxième moitié, c'est plus uphill. Fait que, tu sais, ça va être une gestion de l'effort un peu différente. Mais c'est sûr qu'un marathon, il faut prendre ça au sérieux puis pas partir trop vite. Ouais. Après ça, il y avait quoi? Il y avait le QMT 80, les championnats canadiens? Oui, QMT 80, qui était comme 5 semaines après le marathon d'Ottawa. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai comme switché en trail tout de suite après le marathon. Puis, tu sais, la forme était bonne, tout ça. Plusieurs petites erreurs au QMT. Ça n'a pas été ma meilleure course. Mais ça arrive, hein, je veux dire. Plusieurs erreurs, en fait, de nutrition. Ouais. J'avais tout calculé mes apports avant la course. Et puis, finalement, je consommais beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Pourquoi, tu penses? Ben, dans le fond, au début du QMT 80, il y a la montée là, du massif. Ouais. Puis ça a parti quand même vraiment vite. Ça part raide, là. Ça partait raide. Honnêtement, j'étais en zone beaucoup, là, zone 4. T'étais au seuil à la course jusqu'à la montée. Là. Ouais, exact. Ouais, nous autres, on était en moto pendant on filmait. Là, okay. On filmait JP dans le fond, puis Elliott Cardin. OK, nice. Pendant la course. Puis au début, j'étais en moto, puis j'avais Will qui filmait à côté de moi. Puis moi, je voyais le kilométrage sur ma moto pendant qu'on courait pendant qu'on filmait à côté de JP puis des premiers. Toi, t'étais vraiment pas loin en arrière de lui. C'est comme, je voyais qu'on roulait quand même vite là, sur ma moto. J'étais comme, tabarnak, man, les gars, ils s'embarquent pour 80 kilos, ça gaule en esti. C'est ça. En fait, tu sais, à bien y penser, puis là, tu sais, après ça, c'est toutes des analyses que tu fais après coup, mais mettons, tu sais, c'est sûr que JP, lui, il essayait de suivre le premier, là, Éric Lipouma. Fait que là, lui, c'était ça son objectif. Fait que là, tout le monde a vu que tout le monde essayait de suivre Éric finalement. Fait que ça a parti vite. J'étais à 175 de pulse en montant le massif, puis j'étais comme 10e. Là. Je suis arrivé en haut de la montagne, j'étais 3e, mais j'avais brûlé des cartouches. Là. Fait que c'est pour ça là, que j'ai dépensé beaucoup plus de cartouches au début. Toi, tu mangeais en fonction de ta zone d'effort et non en fonction du temps? Normalement, je devais manger de façon constante un genre de 65 grammes à l'heure. Ce qui était trop peu. J'étais à 100 grammes à l'heure au début, finalement. Exact. Puis, tu sais, c'est pas parce que c'est pas parce que j'avais prévu prendre 100 grammes, c'est parce que je sentais que j'avais besoin de prendre 100 grammes. Ouais, okay. Fait que, tu sais, moi, j'avais des pouches de gel maison, puis, tu sais, je les gobais, là. Tu sentais que t'étais trop intense, puis il fallait que tu manges plus que ce que tu avais planifié de manger. Tout à fait, exactement. Tu sais, c'était vraiment, je le ressentais comme ça. Puis, moi, j'avais prévu mes gels pour, j'avais regardé, c'était quoi le record de parcours? C'était genre 8h45, 9 ans de même. Fait que là, je m'étais dit, OK, 8h45, 8,75 fois 60. Fait que ça donne tant de grammes de glucides, puis voici les gels que ça me prend, puis that's it, that's rien all. De plus. Là. Rien de plus. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, genre vraiment newbie, là. Fait que là, moi, je suis parti avec mon 100 grammes à l'heure au début, puis, tu sais, pendant peut-être 2h30, 3h. Fait qu'après ça, il a fallu que je me dise... Après ça, j'ai comme réalisé que ça n'a pas de bon sens. Je vais manquer de gel. Fait que là, je me suis mis à rationner. Qu'est-ce qui se passe quand tu rationnes des gels? Tu manques de fuel. Hein? Tu manques de fuel. Fait que, puis les petits melons d'eau au ravito sont pas suffisants. Ils sont bien bons, là, mais c'est comme fuck, man. C'est pas ça me prend là. Des patates salées. Non, pas vraiment. Non. Moi, j'avais besoin de mes gels Morten ou de mes gels maison, puis il n'y en avait pas. Fait que j'ai essayé les genres de cubes au gingembre. Là, puis ça m'a roulé dans la bouche. J'avais envie de vomir. Fait que ça l'a pas aidé, je te confirme. Fait que au final, j'ai quasiment marché là, les 10 derniers kilomètres. Ouais, c'est ça, parce que comme je te dis, on filmait JP, puis tu sais, tout au long de la course, t'étais pas loin, là, t'étais pas si loin de JP, puis là, amené dans le dernier 10 kilos, là, c'est là que t'as vraiment perdu du temps. Là. Exact. Fait que, tu sais, c'est des erreurs de débutant, là, vraiment, que, tu sais, même malgré que ça fait... Tu sais, le pire qui peut arriver, c'est quoi? C'est que tu ramènes des gels à la maison. Ben oui. Mettons que tu prévois trop de gels. C'est ça le pire qui arrive. Exactement. Fait que, tu sais, genre d'affaires sur lesquelles tu dois pas lésiner, là, honnêtement, là, fait que...
Vraiment erreur de débutant. Ouais. C'est un apprentissage. C'est un apprentissage. Après ça, fait que là, ça, c'était au début juillet. Après ça, j'avais une autre course préparatoire pour mon 100 000 qui était la Chute du Diable en Mauricie, à Saint-Mathieu-du-Parc. Super belle course. C'était une découverte pour moi. Fait que c'était un 75 kilos. Saint-Mathieu-du-Parc, c'est tellement beau ce coin-là. Ah, c'est vraiment, vraiment beau. Puis, tu sais, pas tant connu que ça. Là. Fait que magnifique course qui a super bien été. Rien à dire, vraiment. Là, 75? Oui. Okay. 75, je rentrais ça en 7h30. Je me suis senti bien de A à Z. Puis c'était vraiment en mode dernière longue et intense avant Chihuahua. C'était le 30 août. Fait que ça se rapprochait quand même là, de mon défi ultime. Fait qu'il y avait ça. Puis après ça, ben, j'étais arrivé au Mexique là, le 30 septembre. Ouais. Combien de jours avant la course? J'étais arrivé le 30, puis le départ, c'était le 2 en après-midi. Il n'y a pas de 31 septembre. Il n'y a pas de 31 septembre. Je te confirme. C'est bon. Fait que 2 jours avant, pas de décalage horaire? Dans le fond, il y a 2 heures de moins là-bas. OK. C'était comme avantageux. D'y aller, là, C'était désavantageux d'y aller, mais ça ne m'a pas trop affecté. Oui, OK, je comprends. Ouais. T'as-tu fait un petit peu de reconnaissance de parcours avant ou non? Non, pas du tout. J'étais vraiment en mode taper, fait que j'étais mollo là-bas. J'étais allé courir un petit peu dans les roches pour voir un peu le paysage. C'était absolument magnifique partout. Ouais. Fait que j'avais le goût d'aller courir, mais je me restreignais. Puis, ouais. Cool. Fait que le départ, comment ça se passe? C'est ça. C'est vraiment... Parce que j'ai vu, t'as écrit un gros texte sur que tu racontes ton expérience, puis genre, ça a l'air complètement... Une expérience complètement débile. Là. Complètement. Fait que comment ça se passe? Raconte-moi ça. Ben, dans le fond, là-bas, là, c'est un peu comme une aventure. T'sais, c'est pas juste tu te pointes puis tu fais la course. Il faut que tu réfléchisses à OK, où est-ce que tu restes par rapport au village des athlètes. Après ça, le départ de la course à un endroit différent, l'arrivée de la course à un endroit différent. Il faut comme que tu penses à tous ces éléments-là. Puis c'était la première édition de cette course-là. Okay. Fait que l'information arrivait vraiment au compte-gouttes. OK, parce que même au Québec, une première édition d'une course, c'est tout le temps compliqué. Oui. Puis là, tu es au Mexique en plus. Là, ben oui. Puis c'est sûr, c'était un événement by UTMB. Fait que là, je me disais, bon, il va y avoir un minimum de... Ça ne pourra pas être si broche à foin que ça. Ça peut pas. Ouais. Puis ça l'était pas au final. C'est juste que c'était long avant que l'information rentre. Puis plus que l'information rentrait, j'étais comme, voyons, c'est dommage compliqué. C'est toute la logistique ici. Puis comme de fait, là, en fait, c'est 4 heures. Une fois que tu atterris à Chihuahua, après ça, tu prends un autobus, 4 heures pour aller au village de Creel, où est-ce qu'il y a le village des athlètes. Puis là, après ça, ben, la journée de la course, le ramassage du dossard, il était à 8 heures le matin. Puis là, à 10 heures, tout le monde part en véhicule tout-terrain pour aller au départ de la course, qui est à 4 heures de route. Ah ouais, hein? Ouais. Fuck. Puis là, c'est un 4 heures vraiment sinueux dans les canyons, des paysages à couper le souffle, sauf que c'est des 4x4 qu'il n'y a pas d'enclimatisé là-dedans. Fait que t'es là sur le bord de la fenêtre à essayer d'avoir de l'air, mais il fait chaud, là. Tu overheat avant d'avoir fait le premier kilomètre, là? Vraiment. Moi, j'étais arrivé là-bas, à la ville où est-ce que le départ, Bateau Pilas, à 2 heures d'après-midi. Puis j'étais avec mes parents qui m'ont accompagné. Puis là, je capotais. Là. J'avais chaud. On est allé direct dans un petit restaurant. Je me suis pris un verre de glace. Je m'en mettais partout. J'essayais de me rafraîchir. Je me mettais ça dans la nuque, aux aisselles, partout. Je capotais. Fait que là, mon père, il a dit, bon, là, Victor, ça marche pas. Il y a 3 heures entre maintenant et ta course. Je vais essayer de te trouver une chambre d'hôtel. Fait que là, il m'a trouvé. C'était peut-être la seule chambre d'hôtel avec air climatisé là-bas. Fait que là, j'ai été chanceux, j'ai eu accès à ça. Fait que je me suis relaxé là, à la fraîche. Là, quelques heures. Là. Ouais. Puis, j'ai pas réussi à dormir parce que j'étais trop excité. Là. Mais au moins, je me suis reposé avant la course. Ça m'a vraiment aidé. Faire 4 heures de char de même qui brasse à la chaleur. C'est ça. C'est fou, fait que c'est ça. C'est une aventure. Tous les autres coureurs, ils étaient là dans le parc de Bateau Pilas à la chaleur, genre étendus sur des bancs. C'est sûr que ça les a affectés. Là. Ben, c'est sûr. Tu commences en overheatant tout de suite. Vraiment. Ouais. Fait qu'après ça, le départ était à quelle heure? À 5 heures de l'après-midi. OK.
Fait que la nuit arrive vite quand même. La nuit arrive vite. Ouais. Fait que à 5 heures, il fait encore très chaud. Tu as le soleil de fin de journée qui plombe, puis ça commençait avec une grosse montée. Fait que là, j'essayais de sauver mes énergies, tout ça. Il y avait des coureurs Raramuri qui étaient là. C'est un peuple autochtone là, de la région. Okay. Eux autres, écoute, ils sont partis devant moi là, comme des petits chefs de montagne. Là. Ils connaissaient la place. Ah ouais. Eux autres, ils avaient l'air mollo là, en montant ça, là, ce canyon-là. Là. Ouais. Fait que première montée, ça se passe bien. Rien à signaler. Bien. Rien à signaler. Ben, j'avais les pulses hautes, mais c'est attendu. Là. C'était en altitude, puis il faisait chaud, puis tout ça. Mais quand même, je faisais attention. Puis après ça, la nuit est tombée. Fait que là, je suis tombé plus dans mon élément. Il faisait plus frais. Fait que là, je me suis dit, j'essaie de prendre le plus de temps possible pendant la nuit. Dans le fond, on faisait 35 le jour dans le bas des canyons. Mais de faire frette la nuit, par exemple? La nuit, jusqu'à 5 degrés. C'est quand même un bon contraste, mais moi, 5 degrés, je suis capable de rouler puis ça va bien. Là. Ouais. Fait que j'ai vraiment tiré avantage de la nuit. Il s'est passé plein de péripéties, là, vraiment. Là, mais ça a bien été. Pendant Comme toute quoi, la mettons, des trucs qui se passent dans la nuit? Ben, mettons, il y avait un premier drop bag à 75 km. Fait que là, j'arrive. Puis là, excuse-moi, tes parents sont venus avec toi, mais ils peuvent comme pas te crouer parce qu'ils sont là en véhicule de terrain pour aller jusqu'au départ. Là, c'est tellement inaccessible comme place là, que les spectateurs n'ont pas le droit d'aller au ravito, nulle part sur le parcours. Ouais. Fait que j'étais vraiment tout seul avec mes drop bags pendant la nuit. Première péripétie, je te dirais, la première grosse descente, j'ai fini par rattraper le deuxième. Fait que tu étais troisième de rattraper le deuxième. Okay. Exact. Puis là, je le dépasse, tout ça. Puis là, lui, il a décidé de s'accrocher à moi. Fait que là, ça y va comme ça. Là, je me vire la cheville, clac. Fait que là, il me voit aller. Fait que là j'ai commencé à boiter. Boiter un peu, puis tout. Là, il m'a repassé. Fait que là, ça a été comme dur psychologiquement. Je l'ai rattrapé pas longtemps après. La cheville est revenue tranquillement. Oui, je sais, mais elle était faible. Fait que moi, j'avais peur de ça parce que je me l'étais viré comme 2 semaines avant la course en essayant des nouveaux souliers puis tout ça. J'ai bien fait de ne pas les amener là-bas, ces souliers-là, par ailleurs. Là. Ce genre de truc qui peut te scraper une course au final. Là. Fait que là, j'ai remis mes souliers que j'ai l'habitude de mettre pour la course là-bas, mais ma cheville était fragilisée. Fait que c'est ça. Après ça, après le drop bag, 75 km, j'ai tout vomi ce que j'avais en dedans. À cause de quoi? Trop de sucre. Trop de sucre. Moi, je m'étais donné 60 grammes à l'heure comme objectif, puis jusque-là, je l'avais respecté. Fait que, mettons, c'était une barre puis un gel, comme ça, un après l'autre, sans arrêt, avec 60 grammes à l'heure. Puis là, c'était trop. Là, à un moment donné, là, après, je sais pas moi... 8 heures de course, ton système, tu l'entraînes jamais. Tu as bien beau essayer comme tu veux de t'entraîner à ça, ça simule jamais exactement des situations d'une course. Puis l'autre affaire, c'est que courir dans la nuit, non seulement tu n'es pas habitué d'être réveillé pendant la nuit, mais tu n'es pas habitué de manger pendant la nuit. Ça, Fait que là, mon système, il m'a dit non, Victor, là, ça marche pas. Là. Fait que j'ai tout vomi. Puis là, je suis tombé dans une grosse montée, la deuxième grosse montée de la journée. Puis là, il fallait que je me réhabitue à manger. Fait que là, j'avais mes bâtons dans les mains. Puis là, il fallait que j'essaye de prendre des petites gorgées de gel. Puis à chaque fois, de prendre de l'eau aussi. Fait que ça a été un bout de tough, là, vraiment, là, parce que il fallait que je restarte mon système. Tu viens de vomir aussi toutes les calories que tu essaies de manger, là? Oui. Fait que ça, c'est quand tu tombes en gros déficit, là. Oui, c'est ça. Fait que... Puis moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus dur en ultra, c'est de manger. Parce que c'est ça, autant l'estomac que les dents, le sucre, on dirait que ça vient, ça fait mal aux gencives puis tout ça. Fait que c'est vraiment pas évident. Fait que c'est ça. Mais finalement, j'ai réussi à reprendre le dessus. Puis, combien de temps tu as été dans cette espèce de passe-là après être vomi? Puis 1 heure. 1 heure? Oui, 1 heure facile. 1 heure à te dire tabarnak que ça va être long. Là. Vraiment. Puis je savais pas si j'allais être capable, mais c'est ça l'ultra au final. C'est, comme Marianne Hogan l'a dit, tu peux pas contrôler les situations, mais tu peux contrôler ta réaction aux situations. Exact. Fait que c'est exactement ça. Fait que là, j'ai réussi à overcome
ce vomi-là, puis à reprendre le dessus sur mon énergie et tout. Puis après ça, c'était d'autres choses. C'était d'autres défis. Après ça, il y a eu des vaches dans le parcours. Ouais, je voyais ça sur ton texte, là, des vaches qu'il a fallu que toi, tu tasses. Il y avait plein de vaches sur le parcours à différents endroits. Puis, ils me regardaient passer, puis c'était bien chill. Sauf que là, il était en plein milieu du single track. Ouais. Puis là, je pouvais pas passer d'un côté ou de l'autre de la track. Hein. Fait que là, il fallait que je tasse les vaches pour passer. C'était une vache puis son veau. Fait que, puis ça, c'est encore plus dangereux parce que la vache, elle peut capoter. Là. Fait que là, tranquillement, je suis pas un expert des vaches, moi, là. L'homme qui parle aux vaches. Là. Mais c'est ça qui est fou en ultra, c'est parce qu'on aurait dit que dans la nuit, il aurait pu se passer n'importe quoi, puis je l'aurais fait. Ouais. Tu deviens buzzé là, tellement dans ta bulle là, que là, c'était des vaches. À un moment donné, j'ai failli piler sur une tarentule. Ben, j'ai passé par-dessus, mais il y aurait eu un serpent, ça aurait été la même affaire. Il y aurait eu du monde avec des fusils, je sais pas. Là. Mais t'es comme en mode guerrier. Là. Ouais. Fait que là, moi, c'est ça, les vaches, j'étais comme, OK, Victor, tu vas tasser les vaches, puis let's go, je me suis pas posé la question. T'as pas le choix, c'est quoi tu veux faire d'autre? Ben, c'est ça, je pouvais pas rien faire d'autre, en effet. Puis je pouvais pas les suivre jusqu'en haut de la montée. Là, c'était une longue montée. Fait que c'est ça, j'ai tassé les vaches. Puis après ça, j'ai fini par rattraper le premier. Ouais, au kilomètre quoi à peu près? 102. 102. 102, puis là, c'était une portion plus roulante. Ouais. Fait que lui, c'est un coureur, Raramuri. Je pense pas là, qu'il fasse des intervalles sur route, là, ce gars-là. Là. Il est peut-être pas à 2,30 sur marathon. Là. Je pense pas. Ouais. C'est du monde qui sont super endurants, sont super bons en montée, tout ça. Mais je pense pas qu'ils ont de la vitesse de jambe tant que ça. Fait que là, c'était un 17 km, pas mal rolling, on va dire. Là, que tu pouvais vraiment courir. Fait que là, moi, j'ai tiré avantage de ce 17 kilos-là en plein milieu de la nuit. Fait que je l'ai rattrapé, puis il s'est pas accroché cette fois-là. Là. Ouais. C'était-tu le même que tu avais dépassé avant ou c'était un autre? C'était un autre. Okay. C'était un autre. Ouais. Fait que là, tu arrives à peu près au kilomètre 110. Tu es en première, tu leads ça. La nutrition, ça va comment? Tu as repris le dessus, tu es à 60 grammes à l'heure? Non, vraiment pas. Dans le fond, à ce moment-là, je mangeais ce que je pouvais. Puis c'était pas grand-chose. C'était pas grand-chose. À partir du kilomètre 100, j'ai vraiment beaucoup réduit mes apports. J'étais peut-être à 30, même pas, là. Même pas. Ouais. Dans le fond, quand j'arrivais au Ravito, j'avais le goût de manger de la vraie bouffe. Puis, mais par contre, tout ce qui était sec, j'avais trop la bouche sèche pour le manger. Fait que c'était des fruits. Dans le fond, orange, melon d'eau. Puis c'était pas mal ça, là. Ouais. Orange, melon d'eau. 30 grammes à l'heure, man, quand tu es à un effort soutenu, c'est... Mais mes pulses ont beaucoup baissé aussi. C'est ça, dans la deuxième moitié, j'ai pas été capable de garder cette énergie-là. C'était mon premier 100 000. Fait que c'est sûr que... T'étais en zone quoi, à peu près? Début zone 2, genre? J'étais en zone 1. Au niveau de tes fréquences cardiaques? J'étais en zone 1. Ouais. Fait qu'au moins... En fait, probablement que c'est la poule avant l'œuf. Probablement le fait que tu n'ailles pas des calories rapides te permet pas de rentrer dans tes autres zones, dans le fond? Je ne sais pas c'est quoi, honnêtement. C'est une bonne question. Puis, je suis vraiment pas un expert là-dedans. Probablement que j'avais pas assez d'apport pour fueler mon corps pour aller à une intensité plus élevée. Est-ce que c'était la fatigue musculaire aussi qui me limitait? Ça ressemblait à quoi, ça, mettons, autour du kilomètre 110, 120, les jambes? On va se le dire, là, je savais que j'étais premier. Puis je savais que c'était mon premier 100 000. Fait que moi, je me suis mis en mode cruise control pour la fin de la course sans vouloir aller plus vite aussi. J'ai pas essayé. J'étais comme, OK, je vais essayer de sauver les meubles, essayer de prendre le minimum pour finir la course. Je le savais que je prenais du temps sur le deuxième. Fait que ça a été ça un petit peu mon mindset. T'étais pas en mode, OK, all-in, on essaye à fond. Puis c'est pas comme si je visais un record de parcours ou quoi que ce soit. Il y avait aucun barème. C'était la première fois que cette course-là avait lieu. Si tu gagnes, c'est toi qui l'as, le record de parcours. Exactement. Ouais. Fait que tu sais, ça a été plus ça, essayer de survivre à la course. Puis j'ai eu mon lot de défis encore là, vers la fin. Là. Mon plus gros défi s'en venait, en fait, là, parce qu'à un moment donné, le soleil s'est levé. Ouais. Puis c'était la chaleur qui revenait. La chaleur, elle revient-tu comme... avec le soleil automatiquement? Assez rapidement quand même. Là. Mais dans le fond, là, à partir de peut-être 10 heures le matin, il faisait vraiment très chaud. Ouais. Et puis moi, quand j'ai attaqué la dernière montée de la journée, qui était un 6 km avec 800 mètres de dénivelé positif à la toute fin, que tu arrives en bas,
Puis là, il était quasiment 1 heure. Fait que le soleil était à son zénith. Puis là, ben, j'étais à moitié dans mes réserves d'eau. Puis je savais que j'allais en haut de la côte. Je voyais l'arrivée en haut du 6 km. Là. C'était comme une genre de station touristique. C'était l'arrivée de la course? C'était l'arrivée de la course. Ouais, fait que je le voyais. Fait que là, j'étais comme, OK, Victor, let's go. T'es rendu, là? T'es rendu. Je montais ça à un bon rythme et tout. Et puis là, après 3 km, c'était devenu trop, tout d'un coup. J'ai eu étourdissement, j'avais des frissons sur les bras. J'avais peur là, de m'évanouir. J'ai eu là, t'es à 3 km de la fin de la course. Je sais, ouais, 3 km. Fait que là, je suis passé, tu sais, c'était comme les émotions contraires. Là. J'étais comme tellement excité parce que je m'en allais finir la course. Puis là, bang, tout d'un coup, je peux plus avancer. Vraiment comme... En un claquement de doigts, tu passes de ces 2 états-là. Là. Ça a été vraiment rapide, vraiment, vraiment rapide. Puis là, je voulais pas prendre le risque, en fait, de m'évanouir parce que il y avait absolument personne autour. Il y avait pas de spectateurs, il y avait pas d'autres coureurs non plus. Fait que là, je me suis mis en dessous d'un petit arbre. Ben, un arbre, c'est une façon de parler là, parce qu'il n'y avait pas vraiment. C'était plus un arbuste. Là. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre. Tu t'es pas mis en dessous d'un arbre, tu t'es mis dans un arbuste, dans le fond. Pas mal. Ça ressemble à ça. Fait que là, j'ai essayé de me refroidir comme je pouvais. Puis j'essayais de repartir, à marcher, à power hiker avec mes bâtons. Mais là, je le sentais là, que j'étais sur le bord en maudit. Là. Ouais. Fait que je voulais pas prendre ce risque-là de, tu sais, mettons que j'étais tombé évanoui au gros soleil pendant 1 heure. Avant que quelqu'un te trouve, là. Qu'est-ce qui se serait passé, tu sais? On dirait qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans ma tête, puis je voulais pas prendre ce risque-là. Ouais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le numéro d'urgence sur mon dossard pour qu'il vienne me chercher. Puis j'avais pas de réseau. Fait que j'ai comme pas pu abandonner au final. Parce que t'allais dire j'abandonne, venez me chercher. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, moi, je voyais aucune façon de me rendre, de faire 3 km sous ce soleil de plomb-là qui était vraiment intense. Fait que ça a été la seule option que je voyais, là, sur le moment. À un moment donné, tu connais tes limites aussi. Puis pour moi, c'était dépassé. C'était arrivé. C'était dépassé. À 157 km. Oui, j'avais 154 km. C'est décalissant. Vraiment. Puis j'étais tellement déçu là, au fond de moi. Là, j'en revenais pas. Je pensais à tous les efforts de la dernière année. Je pensais, mettons, au monde à la maison, que, il n'aurait pas été déçu de moi, mais mais qui te suivait. C'est ça. Et oui, il y avait plein de monde qui suivait, mes amis, mes collègues, ma famille, tout ça. Puis, il n'aurait comme pas compris, peut-être. Là. Ouais. Mais au final, sur le moment, ça semblait être la seule décision à prendre. Sauf que là, le réseau ne pogne pas. Le réseau ne pogne pas. Fait que là, t'es pogné. Fait que là, je pensais à un plan B. Puis mais c'est dangereux, en fait, qu'un parcours où est-ce que le réseau ne pogne pas. J'étais fâché contre l'organisation. Sur le moment, je me disais, il faut faire, il faut qu'il y ait une option quelconque pour les coureurs, là, parce que après ça, c'est un risque pour leur santé puis tout ça. Fait que là, il y avait des randonneurs qui passaient par là, peut-être 30-40 minutes après que je me sois arrêté pour la première fois. Fait que là, je les ai appelés, là, « Ayudame! Ayudame! » Fait que là, ils sont arrivés en courant. C'était des gens qui faisaient la course le lendemain, le 37 km, puis ils étaient juste là pour découvrir la région. Puis là, ils m'ont motivé. C'était vraiment du bon monde, hyper fin. Ils m'ont dit, là, Victor, aucune chance que tu abandonnes. T'es capable. C'était-tu du monde de là-bas? Oui, c'était des Mexicains. Fait que là, ils m'ont vraiment craqué. Puis en fait, ils m'ont aussi informé qu'il y avait un ravito à 500 mètres de là. De où est-ce que tu étais? Oui. Puis c'était un ravito qui n'était pas connu, là, qui avait été ajouté par l'organisation à la dernière minute. Fait que là, moi, en sachant ça, que c'était 500 mètres et non 3 kilos, ça l'a tout changé dans ma tête. Ben oui. Fait que là, j'ai marché jusque-là de peine et de misère. Puis je suis arrivé, j'ai rempli mon ice bandana, puis je me suis mis de l'eau glacée partout. J'ai vraiment passé un bon moment là pour me remettre comme il faut. Puis j'ai fini ça. Man, j'ai fini ça. C'est sûr que ça doit avoir un lien avec la chaleur, là, une espèce de overheat là, qui est comme la carte maîtresse. Elle vient de dépasser la limite. Là. Exact. Puis tu sais, j'écoutais justement là, le dernier épisode que vous avez fait là, sur le heat training et tout. Puis tu sais, ça me faisait penser à ça là, parce qu'à un moment donné, quand tu tombes dans ta zone 4 là, de heat, là, ben, à un moment donné, ce qu'il faut, c'est relaxer,
puis après ça, redescendre dans une autre zone. Sauf que là, moi, parce que la zone 4, c'est vraiment c'est du danger zone. Ben, il y a du risque associé à ça. Puis à un moment donné, si tu es sur le tapis roulant chez vous, ben tu peux tolérer un peu de risque. Sauf que quand tu es tout seul, en plein milieu d'une montagne, avec du gros soleil qui te tombe dessus, ben tu veux pas le prendre, ce risque-là. Fait que c'est vraiment ça qui s'est passé. Là. Ouais. Je sais pas si tu as écouté... Kona, le championnat du monde de Ironman, pas cette année. C'était les filles à Kona cette année, c'était les femmes. Puis Taylor Knibb a leadé quasiment elle a leadé une bonne partie du bike, puis presque l'ensemble de la course à 3,5 km de l'arrivée. 3,5 km de gagner les championnats du monde. Elle avait 2 minutes 30 d'avance sur la deuxième. Elle est arrivée à un ravito. Elle s'est mise à marcher pour mettre de la glace dans son tri-suit ou quoi que ce soit. Elle s'est mise à tituber. Elle a complètement perdu l'équilibre. Et elle s'est assise à terre dans l'asphalte, puis elle a abandonné à 3,5 kilos de l'arrivée du marathon, alors qu'elle gagnait les championnats du monde. Là, fait que c'est un coup de overheat. Là, elle a juste passé le seuil que ton corps est shut down complètement. C'est ça qui est arrivé à Lucy Charles aussi? Ou ben? Ouais, elle s'est pas rendue au point où est-ce qu'elle est tombée par terre, mais elle titubait aussi au ravito. Elle essaie de se mettre de la glace, puis elle a mis son chum, il a juste fait on arrête. Il devait faire particulièrement chaud. Là. Man, c'est une casserole. Là. Je l'ai fait Kona là, en 2017. Là, puis la deuxième partie de la course, tu tombes sur une autoroute. Puis là, c'est interdit aux spectateurs. Puis un endroit, là, ils appellent ça... Là, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Non, c'est juste des roches volcaniques là, de chaque côté de l'autoroute. C'est comment il l'appelle? Energy Lab. Energy Lab, c'est ça, l'espèce de vallée que tu descends dans des roches volcaniques noires en plus sur de l'asphalte. Non, c'est épouvantable. C'est vraiment dur. Là. C'est ça. Fait que, tu sais... C'était pas ma première course. Là. Puis, j'ai connu de la chaleur aussi, puis j'avais jamais expérimenté quoi que ce soit de même. Fait que, c'est ça, je suis vraiment allé pour l'option sécuritaire. Ouais. Fait que là, tu remplis ton ice bandana, tu te le remets dans le dos, de l'eau partout. Puis quand, mettons, tu te garoches l'eau froide d'en face, là, tu sens-tu genre, comme on est reparti, là? Ben, oui, puis l'eau aussi, de boire de l'eau aussi, ça a aidé. Parce que tu étais à sec aussi quand tu es arrivé. Ben oui, exact. Ben, tu sais, j'étais à moitié de mes bouteilles en commençant la montée. Fait que à 3 km, effectivement, j'avais plus d'eau. Là. Fait que c'est ça. Puis là, ben écoute, à un moment donné, t'entends la musique évangéliste, là, la musique de l'UTMB. Fait que là, écoute, là, ça, c'est le hype ultime. Là. Fait que... T'avais déjà des frissons en plus à cause de la chaleur, fait que là, t'étais encore plus allumé. Là, j'étais à bloc. Là. Puis là, j'entends un gars arriver en arrière de moi. Puis là, dans le fond, moi, je savais pas, là, il était où le deuxième? T'avais aucune idée, t'avais plus conscience de t'étais rendu. Dans ma tête, j'avais passé 2 heures à attendre en dessous de l'arbre. Fait que là, j'étais sûr que l'autre allait arriver. Puis là, il commence à me parler. Puis là, le monde, il me disait, c'est un gars du 59 km, puis tout ça. Mais moi, je voulais même pas entendre. Je voulais rien entendre. Je suis parti au sprint. À bloc. Au sprint. Puis là, c'est lui qu'on voit à mon arrivée qui est juste derrière moi. Dans le fond, là, c'était le deuxième du 59 km. Le gars du 160, il est un débile. Oui. Mais là, moi, ça a fait vraiment, là, dans ma tête, là, c'était impossible qu'il me passe ce gars-là. Là. Ouais, rendu là, t'as pas fait tout ça. J'ai pas fait tout ça pour finir deuxième à la toute fin. Là. Fait que là, tu traverses la ligne, puis là, tu sais que tu gagnes ou tu le sais pas à ce moment-là? Oui, je le savais. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, la musique, c'est vraiment pour le gagnant, puis tout ça. Fait que c'était un moment absolument incroyable. Je pensais pas qu'elle allait la jouer, la musique, la fameuse musique. Mais quel moment incroyable, là, c'est fou. Là. Fait que là, tu passes de... Tu sais, je suis passé de, mettons, de l'excitation de finir à genre la déception totale d'abandonner, de finalement traverser le fil d'arrivée. Fait que c'était vraiment émotif là, pour moi comme moment. Là. Puis c'était malade. Ça devait. C'était malade. Là, tes parents, étais-tu là à l'arrivée? Oui, mes parents étaient là. Fait que tu as pu comme célébrer avec eux. Ça devait être quand même fou, ça. Tout à fait. Mon père... en fait, il y avait une fille de Canadian Running Magazine, quelque chose comme ça. Je me souviens pas. Je pense Trail Running Canada. On avait gagé une bière. Fait que là, elle est arrivée avec ma bière.
à l'arrivée. Mais tu sais, moi, il y avait le médecin de l'événement qui est venu me voir, qui m'a dit « Toi, tu viens à la tente médicale tout de suite. » Fait que c'est ça que j'étais allé faire. J'étais allé là-bas. Tu as partagé une photo sur tes réseaux sociaux avec le couple de randonneurs qui t'ont sorti du trou. T'es comme dans la tente de même, les yeux un peu cross-side, avec eux à côté de toi. Ça, c'est quand même fou. C'est malade. Puis tu sais, en fait, c'était tellement intense l'euphorie d'arriver puis tout ça que j'ai comme oublié ce moment-là. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis là, tu sais, j'étais allé dans la tente. Puis là, tu sais, j'avais mon soluté, tout ça. Puis là, tu sais, ils sont arrivés dans la tente. Ouais. Fait que là, on dirait que tout à coup, paf, ça m'est revenu. Fait que là, oublie ça, je suis éclaté en sanglots là, devant ces gens-là qui ont sauvé ma course, là, on va se le dire. Là. Fait que c'était incroyable. C'est fou, c'est fou l'ultra, ce que ça fait. Ah non, c'est tellement d'émotions. C'est quoi le temps, finalement? Le temps total? Ça m'a fait 21, 21, 19. OK. Fait que 2 secondes trop vite pour faire un beau chiffre. Ça 21, 21, 21. Fou, ça aurait été cool. C'est à cause du sprint la fin. Ouais, c'est ça. Fait que 21 heures, puis quand t'es dans comme ça, là, t'es dans le médical, puis là, t'as ton soluté, est-ce que tu t'es capable de je sais pas comment poser ma question, est-ce que tu es capable de comme contempler l'énormité de la course que tu viens de faire? T'sais, est-ce que tu repenses à la veille? Est-ce que comment tu regardes un peu en rétrospective dans le moment? Là? Non, pas du tout. T'es juste dans le moment présent. Je suis juste dans le moment. Puis, tu sais, dans le fond, là, j'essayais d'aller aux toilettes. C'était ça mon défi du moment. Ouais. Fait que, tu sais, ils voulaient voir en tant que tel mon urine allait être de quelle couleur parce que ça faisait vraiment longtemps que j'étais allé. Ça devait être foncé quand même. Puis c'est ça, je l'ai partagé la photo là, sur Facebook, là, mais tu sais, parce qu'il y a un de mes amis, Julian Claros, qui s'est retrouvé dans la tente médicale en même temps que moi. Fait qu'on était les deux sur le soluté, puis on a fait pipi en même temps. Puis après ça, on a comparé nos couleurs. Puis tu sais, lui, il avait une blonde, moi, j'avais une rousse, on va dire. Si on peut faire le comparatif. Là. Mais c'était quand même assez clair pour qu'il me permette de partir puis pas aller à l'hôpital. Fait que ça, c'était rassurant. Mais n'empêche que j'ai pas pris de bière là, après la course, même si lors d'une entrevue, on me voit avec une bière. Mon père m'en a donné une, mais je l'ai pris 1 ou 2 gorgées puis je l'ai jetée, puis j'étais pas capable de prendre la bière. Là. Mais ouais, tellement d'émotions en même temps, là, c'est fou raide. Puis après ça, de l'arrivée, où est-ce que tu allais? Parce que là, es-tu arrivé dans le village des athlètes? Genre, l'arrivée, es-tu sensiblement à la même place? Non, c'est à peu près à 50 minutes de route. Okay. C'est un endroit qui s'appelle Divisadero. Puis le village des athlètes est à Creel. Donc, ça, c'est un autre élément là, que ça rajoute. Là. Fait que, mais je suis resté à l'arrivée quand même longtemps. Il y avait plein de monde qui voulait faire des entrevues en espagnol. Fait que ça m'a permis de pratiquer mon espagnol. Sur 10, t'es à comment en espagnol? Mettons 7, on va dire. T'es quand même bon. Là. Ouais, j'ai déjà été pas pire. Là. Sûr que je suis plus rouillé, là, mais je travaillais en espagnol par le passé quand j'étais en développement international, puis tout ça. Fait que je suis resté là un petit bout, puis après ça, on est retourné à l'hôtel en fin de soirée. Là. T'as-tu pris bien de la caféine pendant ta course? J'avais l'objectif d'en prendre. Je m'étais pris l'équivalent de 4 gels Precision, les plus gros. Là. Avec le 100 grammes? 100 mg, excuse-moi. 100 mg, oui. Fait que dans le fond, j'avais une flasque dans laquelle j'avais versé 4 gels Precision. Puis mon but, c'était de commencer à en prendre à 11 h le soir. Okay. Puis je pense que c'est ça qui m'a fait piouquer, sais-tu? Ça se peut, hein? Oui, parce que je n'étais pas habitué de prendre ce type de gel-là. Puis c'était comme le goût vraiment intense. Precision, ça goûte un peu comme du carburant d'avion, là. Ça drôle. goûte comme ce que l'on met dans un avion. La description est assez adéquate, là, honnêtement. Là. Vraiment. Fait que après ça, je ne l'ai pas réessayé. Là. C'est ça. J'ai pas pris de caféine. Ça se peut que ce soit la caféine qui t'ait fait piouquer. Puis au final, si tu as piouqué après avoir pris ce gel-là, t'as pas eu de caféine pendant toute ta course. J'ai pas eu de caféine, non. Je sais pas comment rapidement ça s'ingère, la caféine. C'est une bonne question. Puis j'avais jamais pris de caféine à l'entraînement tant que ça non plus. Fait que, tu sais, moi, là, je fais tout le temps ça. À chaque ultra, je fais de quoi de nouveau. Alors qu'ils disent de pas le faire. C'est la règle numéro 1. À chaque préparation d'ultra, je suis comme, OK, Victor, là, tu vas rien faire de nouveau, cet ultra-là, c'est sûr. Là. Mais ça arrive quand même. Ça l'arrive quand même, bien malheureusement. Fait que là, tu allais là pour ramasser des stones. Oui. Puis tu sors de là avec une participation, si tu veux, à l'UTMB. Exactement. Fait que toi, tu t'en allais en disant, je vais mettre des stones pour peut-être me faire tirer. Oui. Mais finalement, là, tu as la possibilité d'aller à l'UTMB. Aller direct, exact. Puis?
Ben, c'est cool, tu sais. C'est sûr que c'est l'objectif accompli, là. Tu sais, moi, je me disais, je vais aller ramasser des cailloux. Ouais. Mais idéalement, je fais un top 3 puis j'ai un passe-3 direct. Je pensais pas gagner la course, là. Fait que ça, c'est vraiment très le fun. Puis, Il est bon combien de temps? Ben, il est bon 1 an. Fait que faudrait que tu fasses l'UTMB cette année. Faudrait que j'y aille en 2026, oui. Es-tu dans un plan? Oui. Ah ouais, hein? Oui. Ben, écoute, ça l'était pas il y a pas très longtemps. Ouais. Pendant la course, je me demandais même si j'allais faire un autre 100 000 parce que... Ça, c'est normal. Je pense que c'est normal aussi, tu sais. Ouais. Puis après la course, il n'y avait aucune chance que j'en refasse un. Puis je l'ai même dit sur distance plus. Mais au final... Ma mère, juste une mini parenthèse, la première fois que j'ai fait en bas de 3 heures sur marathon, c'était au marathon de Chicoutimi. Puis ma mère, elle a une vidéo de moi, elle me filme. Ça, c'était mon troisième marathon sur 7. Elle me filme, puis elle dit, puis qu'est-ce que tu penses de ça? Puis je dis mot pour mot, puis elle me l'envoie souvent. Là. À chaque fois qu'elle a, que je m'inscris à un événement, elle m'envoie ça. Puis si je dis tout le temps, ah non, je refais plus jamais de marathon. Mais c'est bien trop dur, plus jamais. Puis elle a ça sur vidéo, puis elle regarde la vidéo précieusement. Là. Ouais, boy, hein? Fait quoi, en finissant, c'était comme oublie ça. Ouais. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui se déclenche dans notre cerveau, là, mais c'est tellement addictif. Là. C'est les 3 types de plaisir. J'ai lu sur ça cette semaine. Fait que le type 1, type 2, type 3. Le type 1, c'est le fun pendant. Pendant que tu, genre, aller faire du ski nautique, là, genre, tu sais, c'est le fun pendant que tu le fais. Le type 2, c'est pendant que tu le fais, c'est pas le fun. Mais aussitôt que ça finit, c'est ton souvenir est que c'est le fun. Puis plus tu t'éloignes de l'affaire, plus c'est le fun. Plus ton souvenir se rappelle que c'était le fun. Fait que ça, c'est un peu le type 2, je pense que c'est les défis sportifs. Puis le type 3, c'est pas le fun pantoute. Tu n'as aucun fun pendant que tu le fais. Après, c'est pas le fun non plus. Puis down the line, quand tu t'en éloignes, ça ne devient pas le fun, mais ça devient une belle histoire à raconter. Fait qu'un exemple de genre, tu t'en vas en voyage, mettons, il arrive une nasty de journée de pas de sens, que là, les transports ne fonctionnent pas, tu dors dans une nasty affaire qui est vraiment de la merde. C'est jamais le fun. Là. Même le lendemain, t'es comme ça aurait vraiment été mieux que ça arrive pas. Genre, on n'a pas eu de fun, on s'est engueulé. Genre. Sauf qu'après ça, 3 ans plus tard, tu racontes cette histoire-là dans un souper, puis là, ça crée du plaisir par procuration, mettons. OK. Ah, bon. Fait que je pense que les ultras, c'est comme type 2. Type 2, oui, tout à fait. Bien d'accord. Fait que ouais, écoute, c'est sûr que ça semble être une course incroyable, l'UTMB, à vivre au moins une fois. Fait que ouais. Fait que là, c'est en ligne le plan pour l'année prochaine, j'imagine, parce que là, tu vas pas à l'UTMB sans que ce soit l'objectif A. Là. Effectivement, je suis pas de ce genre-là. En tout cas, là, quand je m'inscris à une course, d'habitude, ben, tu sais, il y a tout le temps des courses préparatoires aussi dans une saison. Là. Mais là, tu sais, moi, en m'inscrivant à l'UTMB, je vais pas y aller pour le finir, là, c'est certain. Fait que le calendrier va être orienté là, autour de ça. Ouais. À ce sujet-là, je vais passer mon micro à Charles, qui est là, pour que vous parliez un petit peu de la préparation, parce que c'est coach Charles Castonguay, qui a été ton préparateur physique. Le seul et unique. Le coach pour toute ta saison, dans le fond. Oui, tout à fait. Fait que là, je vais passer mon micro à Charles pour que vous discutiez de comment ça s'est articulé cette saison-là. Cool. Mais va pas trop loin, on a besoin de ton input quand même. Tu t'assieds? Ben oui, assis-toi aussi. Hein? OK, maintenant je vais prendre celui-là. De même. Voilà. Fait que, au final, t'as pas fait ta muscu, c'est ce qu'on disait. T'as pas fait de muscu, t'en as fait 2. Écoute, Charles, 2 fois. Je m'excuse là, devant tout le monde là, de ne pas avoir fait ma muscu. Je l'ai fait 2 fois. Non. À chaque méso que tu m'envoyais, il y avait un plan de muscu qui avait l'air super bien fait, honnêtement. Mais il était beau, mais juste le faire, ça vaut la peine. C'est un œuvre d'art. Mais exact. T'as même pas besoin de le faire en théorie. Je le consultais, puis je me l'imaginais, mais c'était pas les mêmes bénéfices, disons. Mais on en a jasé, on a eu notre meeting tantôt, puis c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ouais. C'est sûr que le TMB, c'est un gros objectif. On casse du muscle. C'est du gros excentrique. On parle beaucoup des montées, il y a beaucoup de D+, mais le D-, il fesse. Puis il va fesser longtemps.
Puis quand tu es rendu à 130, 135, 140, tu peux aller chercher beaucoup de temps si justement tu es acclimaté à ça. Puis je pense qu'une bonne façon de le faire, surtout à l'hiver, quand on n'a pas accès à des longues descentes, là, c'est de se mettre un peu à bloc en muscu, faire de l'excentrique. Puis ça, écoute, on va aller chercher les gains où on peut. Hein? Exactement, parce que sa préparation a quand même été pas optimale, parce qu'il y a toujours des petits vues, la garderie, les virus, tout ça, qui arrive. Si on ne contrôle pas ça, c'est bien correct. Tu n'es pas un pro non plus. Il y a des choses que tu n'as pas le temps d'intégrer, mais il y a l'équilibre de vie qui rentre en ligne de compte dans tout ça. Oui, c'est ça. Puis la différence avec un pro, c'est qu'il récupère entre chacun de ses trainings, ça soit sur le divan, il fait du Normatec, puis après ça, il recommence l'autre training, là, mais toi, tu travailles C'est quoi le Normatec? Finalement, parlons un petit peu de ta préparation, parce que c'est quand même intéressant. Si vous n'aimez pas les stats de Geek, les chiffres, vous pouvez arrêter l'épisode maintenant. Si vous n'aimez pas les stats et les chiffres, c'est pas le bon podcast pour vous. Là. Si vous êtes rendu là dans le podcast, d'après moi, vous aimez ça un peu. Si je peux juste faire une petite parenthèse là-dessus, moi, je suis vraiment pas un gars de stats à la base. Puis, tu sais, j'ai pas, avant de travailler avec Charles, je regardais même pas mes pulses. Fait que je travaillais plus avec, mettons, des paces puis des choses comme ça. Fait que ça a vraiment été quelque chose de nouveau pour moi cette année. Puis, à la force d'en faire, veux pas, tu t'y intéresses, mais je suis pas porté vers ça à la base, là, en tant que tel. C'est pas, mettons les puces, le lactate, des trucs comme ça, c'est pas nécessairement une finalité plus que apprendre à mieux te connaître. Puis je pense que c'est ça l'important, c'est que ces chiffres-là te permettent de mieux te connaître, puis te permettent d'avoir un meilleur pacing sur un 160, sur un marathon, sur ça, puis tu as les pulses, tu as les allures, tu as le lactate, tu as la perception d'effort. Puis il faut utiliser un peu tout ça. Puis les allures, la perception d'effort, c'est parfait, mais des fois, d'avoir une espèce de paramètre objectif qui devient d'une montre ou d'une bébelle qui analyse ton sang, ça peut être intéressant quand même. Puis c'est nécessaire si tu veux aller faire des gains rendus à un certain moment donné, là, parce que tu as bien beau essayer de contrôler tout ce que tu veux, c'est le genre de choses qui vont aller chercher le petit tweak de plus là, pour aller chercher des minutes sur un marathon ou des choses comme ça. On l'a tout déjà fait, juste Sophie, mettons une allure pour guider un pace d'intervalle, mais ça nous a déjà tous arrivé de dire « Calisse, c'est bien tough aujourd'hui », mais de vouloir grinder tellement cette allure-là que finalement ton training cote 6 sur 10, il devient un 10 sur 10 parce qu'il y a un vent de face ou tu cours un virus ou peu importe, tu sais. Puis là, finalement, ton tempo, il devient un VO2 max. Puis t'es comme, c'était pas le but. Cette semaine, j'avais 150 kilos. J'étais pas supposé faire cette séance-là. Puis finalement, peut-être que sur le coup, tu le sens pas tant que ça va te taxer. Mais 2-3 semaines plus tard, quand il faut que tu te retapes un 160, un 170 kilos par semaine, là, ça fait. Ça rentre dedans. Ouais. Mais test de lactate en début d'année, quand même assez impressionnant. T'es un bon coureur de route quand même. T'as fait énormément de courses sur route en fait parce que dans le triathlon tout ça. J'ai fait une dizaine d'années de triathlon là. Donc je veux dire, j'ai fait quand même beaucoup de routes au final avec une vingtaine de demi-Ironman puis 2 Ironman qui j'ai quand même un background là, avant de commencer à l'attraper. On voit ton talent de base sur un test de lactate incrémental de vitesse à chaque 3 minutes. Tu vas quand même chercher le palier de 22 km/h qui est à 2,41 du kilo puis tu es capable de le terminer. Fait que c'est quand même très solide avec une cote d'effort très élevée puis un lactate qui reste autour de 8,5 à la fin. Fait que c'est quand même un bon test de départ. Si tu veux gagner un UTMB ou faire un sub 2,30 sur marathon, pour un coach comme moi, on va dire, là, c'est quand même un bon point de départ quand quelqu'un arrive avec ça. Là. Puis tu sais, c'est pas... des tests comme ça, c'est pas, mettons, garantie de succès en ultra, sauf que c'est nécessaire pour du succès en ultra. Dans le sens, il y a beaucoup d'autres facteurs, là, sauf qu'il y a personne qui gagne des ultras qui a pas, tu sais, c'est comme, une fois que tu as ça, on peut builder là-dessus, mais comme, partir de plus loin, t'es moins là. On dira ce qu'on veut. Tu sais, mettons qu'il y a une journée, il mange des plus, il mange du kilométrage, mais tu le mets sur un 10 puis il fait en bas de 30 sur 10 facilement. Ben oui, tout à fait. Fait qu'à un moment donné, il y a un peu cette équation-là que si, mettons, tu fais 40 minutes sur 10,
c'est excellent, mais d'aller gagner l'UTMB ou ben non, de faire un podium avec ça, ben, il faut être réaliste un peu que sûrement que ça n'arrivera pas. Jim Walmsley, sur marathon, si je me rappelle bien, il fait du 2,15 autour de ça. C'est quand même vraiment solide. Vite, le gars. Puis, il ne s'entraîne pas spécifiquement pour ça. Peut-être plus vite que ça, même 2,10. Fait il l'a fait d'ailleurs. Puis sur 100 km route, il est capable de tenir, il l'a déjà fait aussi, puis il tient des vitesses assez faramineuses. Là. Fait c'est ça. C'est un bon indicateur quand même de forme physique. Puis on avait calculé tes seuils en début d'année. Ça, c'était vraiment intéressant parce que après ton marathon, on a révisé tout ça. Puis je t'ai proposé une nouvelle charte justement pour tes fréquences cardiaques parce que je me suis rendu compte que justement ton seuil avait pas mal bougé. Parce que quand vous venez faire des tests de lactate, des trucs comme ça, on vous propose une charte, on vous propose des fréquences cardiaques. C'est dans l'état de forme que vous avez présentement. Mais si tu reviens 6 mois plus tard, ça se peut que ton seuil ait bougé un peu. Puis ça, c'est un des trucs que j'avais trouvé intéressant dans toi, ton évolution, c'est qu'on avait passé d'un seuil de 170-ish à presque du 175, 177 battements en seuil anaérobique. Ton LT2, il avait bougé quasiment de 5 battements. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que la vitesse change. Moi, c'est ça, quand j'ai fait 2 tests, la vitesse a changé. Mon seuil était à 1 ou 2 battements près. Là. Fait que pourquoi les heart rate changeraient? En fait, c'est que je pense que c'est l'approche qu'on a adoptée pour le marathon puis pour l'ultra qui a fait bouger ça. Puis on a énormément travaillé entre les deux seuils. Fait beaucoup de volume, on a fait beaucoup de travail entre les deux seuils, justement, du jaune, du vert, là, du tempo puis du seuil anaérobique. Puis demander ton corps au niveau glycolytique, au niveau gestion du lactate, etc., il devient vraiment plus efficace. Fait que tu es capable de tenir une fréquence cardiaque plus élevée plus longtemps. Est-ce que ça veut dire que tu es plus rapide? Peut-être pas, en fait, parce qu'on n'a pas refait le test. On n'a pas refait le test, c'est ça. Mais mettons, tu aurais peut-être fini à 22 km/h quand même. Il faudrait le refaire pour pouvoir comparer réellement. Là. Exact. Ça a été estimé. C'est ça, exact. Mais tu aurais fini peut-être à 22 km/h quand même. Peut-être. Mais c'est ça, toute ta courbe se déplace quand même vers la droite, puis tu es capable de tenir ton 177 plus longtemps, justement. Là. Peut-être que justement ton lactate aurait été plus bas beaucoup plus longtemps, puis passer ce stade-là, boum, là, ça va monter, puis là, tu tombes un peu plus dans le VO2 max anaérobique rapidement. Mais on a tellement travaillé cette capacité-là, parce qu'en marathon, en ultra, c'est essentiel. Ben, ça a le fait de bouger ça, puis ton corps, il est juste rendu acclimaté. Puis tu as travaillé tes gestions de glucides, de ci, de ça aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, quand ton corps, il y a du fuel, il est capable de gérer plus longtemps, plus dur. Puis ça, c'est normal. En fait, si ça n'arrive pas, on a manqué un peu le purpose de l'entraînement. Tes fréquences ne sont pas obligées de bouger, comme on vient de dire, mais au moins de tolérer des vitesses supérieures aux mêmes fréquences. C'est le but de l'entraînement, finalement. Si tu es d'accord avec ça, bien sûr. Et moi, je vois pas d'inconvénient. Je peux dire que ça a senti le swing dans mon garage en masse l'hiver passé, là, ça c'est sûr. Mais je veux dire, les paramètres physiologiques, ça bouge dans le temps. Mettons, tu fais un test de VO2 max, ton VO2 max, il va augmenter aussi. Fait que c'est les mêmes paramètres pour le LT1, le LT2. Ça se peut que ça varie un petit peu, puis ton corps soit capable d'en prendre plus, d'en prendre moins, etc. Moi, c'est vraiment le bout que je trouve le fun si on compare, mettons, l'ultra par rapport à l'entraînement pour marathon. C'est ce que je connais. Là. Moi, je ne me suis pas entraîné spécifiquement pour un 10 ou un 5 kilos, là, mais pour un marathon, de travailler beaucoup plus avec des zones d'entraînement précises, des paces, tout ça. C'est vraiment le fun parce que, comme tu disais tantôt, tu peux être malade une journée, tes pulses sont plus élevés, quoi que ce soit, tu t'ajustes puis tu travailles de la bonne façon. Alors que, mettons, en trail, tu t'en vas dans le sentier, oui, tu les vois, les pulses, mais tu le vois pas, ton pace, tu peux pas travailler des zones de la même façon et tout. C'est tellement plus paramétrable, le marathon. C'est ça, c'est vraiment cool. C'est deux choses différentes. Moi, le marathon, je le vois plus comme une approche scientifique, puis après ça, la trail, aventure, on va dire. Mais je trouve ça intéressant d'avoir tout ce bagage-là de l'entraînement de l'hiver pour avoir augmenté, comme tu dis, améliorer le moteur pour après ça te lancer dans l'aventure dans l'été en confiance et tout. Mais après ça, il faut garder là, une certaine base là, d'intensité dans l'été quand même. Là. Mais il y a tellement d'impondérables entre elles aussi que ça devient moins une science qu'un art. Là. Oui, il faut apporter une base scientifique à l'entraînement, mais
tu as quand même un 50% qui va rester le ressenti, le D+. Il y a beaucoup le niveau technique des trails, il faut que ça s'ajuste dans l'équation aussi, mais c'est ça. En fait, l'art de l'entraînement, c'est un art, c'est 50-50, mais quand tu tombes dans le trail, c'est quasiment plus pas du guessing, mais beaucoup d'expérimentation, puis du ressenti, puis des trucs comme ça. Là. Bref. Objectif marathon. Des gros build-up. Commencer tranquillement quand même parce que tu es quand même un coureur qui fait beaucoup de millage à la base. Fait que, si on prend un Meso 1 par exemple, 80 à 100 km en pyramidal, on est souvent dans l'optique 3 semaines, 1 semaine. Fait que 3 semaines de build-up, 1 semaine de repos, ce que tu as respecté. Ce qui fait du bien là, aussi, là, de savoir après chaque 3 semaines, tu as un petit semaine plus mollo. Là. Surtout mentalement, quand tu as une famille, surtout quand tu as un job à temps plein. C'est pas évident quand même. Puis, ça n'empêche pas de faire des Mesos qui sont un peu plus longs, mais quand même, c'est appréciable. Un peu plus de cross-training à ce moment-là. Ce que j'ai noté dans mes notes, justement, un peu plus de vélo à l'intérieur. Je pense que, rappelle-moi, tu as une base à l'intérieur. Oui. Une base? Oui. Mais ça, c'était en novembre. Je dois dire que le vélo, j'en ai moins fait quand même. Dans le fond, c'est bon. Je veux que tu sois honnête. Je vais travailler en vélo des fois, mais je ne vais pas faire de Zwift tant que ça sur... Quand je vais sur Watopia, c'est à course à pied. C'est à course à pied. C'est bon, tu dois être un des rares que c'est le cas, que c'est pas le vélo. Mes autres 3, on build up justement encore. Puis on fait des intros polarisées. Fait que moi, ce que j'aime faire justement, c'est pas nécessairement des gros blocs d'intensité très, très difficiles, mais finir un bloc de pyramidal. Fait où on travaille beaucoup le volume, puis le seuil anaérobique, le tempo, avec de quoi de plus vite. Dans une semaine qu'on va décharger un peu, puis on se crée une petite volée sur le VO2 max. C'est même répertorié dans la science que c'est une bonne formule pour améliorer même ton VO2 max sans faire des 2-3 semaines. Je dis pas que pour, mettons, un allure 10 ou un allure 5 que tu veux améliorer sur la route, c'est pas bon de faire juste ça. Mais en termes de demi-marathon, de marathon, pas juste faire des petites semaines avec beaucoup d'intensité très élevée, c'est un petit peu moins efficace, c'est certain. Ce qui nous amène justement au demi-marathon. Demi-marathon, que tu as fait une bonne performance. Quand même, on parlait Une 11? Une 11, oui. Je voulais en bas d'une 10. Puis le parcours était vraiment favorable. Là. Dans le fond, là, c'était à Rockland Park. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Là. C'est proche de New York. Puis c'est plat comme une crêpe. Ça fait 4 tours de lac. Okay. Puis 0 dénivelé. Puis le field est absolument incroyable. C'est vraiment un field fort. Comme là, tu vois, j'ai fait une 11... bas, puis j'ai fini 110e, quelque chose comme ça. Fait que, tu sais, mettons, entre une 5 puis une 10, là, il va y avoir une cinquantaine de coureurs, peut-être, là, tu sais, c'est vraiment... C'est l'endroit pour aller vite. Fait que, tu sais, bon, une 11-15 là-bas, j'étais un petit peu déçu de ça. Puis je peux pas l'expliquer vraiment pourquoi. Je pense que c'est peut-être une mauvaise gestion pendant la course, là. Tu sais, j'ai fait mon PB sur 10 dans le premier 10 kilos. Fait qu'après ça, C'était pas l'objectif A de l'année non plus. Il y avait eu un taper avant, mais tu sais, c'était des semaines où tu rentrais du 140 kilos par semaine rendu là. Fait c'est quand même costaud. Même intro au double threshold juste avant le demi, où on allait toucher dans la journée autour de 14 à 16 km d'intensité totale, mais autour du seuil, justement. Là. C'est quand même des grosses journées d'entraînement. Puis ça, c'était plus en préparation pour le marathon. Pour le marathon, quand même. Là, Après ça, on tombe justement dans le plus spécifique marathon où on garde quand même tout ce qui est pyramidal, donc des grosses semaines de volume très intenses. On multiplie les double threshold. Puis là, on s'est rendu presque normalement, je pense, à 18 km total dans la journée de threshold. En fait, de tempo et de threshold, parce que quand moi, je fais du double threshold, j'inclus quand même du pace 30 là-dedans, puis du pace 21, là, pas nécessairement juste le threshold. Là. Mais ça fait des bonnes ça faisait des bonnes journées. Moi, c'est la première fois que j'expérimentais ça, le double threshold. Là. Puis, tu sais, ça l'a quand même bien été. Oui, ça passait bien. Ça a quand même bien été. Oui, on a fait un ensemble, puis tu m'as sacré une bonne volée. C'était une journée qui faisait chaud, là. Ça n'avait pas de bon sens. C'était dégueulasse. Puis, tu sais, on a modifié le deuxième training parce que lui, il m'a invité à aller au PEPS là, avec les gars de track là, périmés, là, si on veut. Là, les gars de track périmés. Le groupe à Félix, en fait. Là. Qui sont plus dans le Rouge et Or. C'est tous des anciens du Rouge et Or. Puis eux autres, ils faisaient un genre de 12 fois 1
km autour de la track, mais il était à un pace demi-marathon, tu sais. Fait que là, ben, Charles était comme, OK, on embarque avec eux et tout. Moi, j'étais comme, OK. Parce que leur pace demi-marathon, c'est mon pace 5 kilos, on va dire, là, tu sais. Ouais, je pense pas, là, plus un pace 10, pace 15, là, mettons. Là, ouais. Fait que bref, là, j'en ai fait 7 avec eux autres, puis tu sais, c'était comme assez, là, dans une journée double threshold qui faisait comme 35 degrés, là. Mais ouais, ça, c'était un bon... ouais, mais tu t'es impressionné une couple, là. Je pense c'était un bon... Puis surtout que tu avais fait... Eux, ils avaient rien... Ils ont fait un gros training giga, là, puis bravo les gars, mais toi, t'as fait le training le matin en plus, matin, là, dans la chaleur, puis tout. Fait que c'est impressionnant des fois comment tu peux avoir de l'énergie pour la deuxième séance. Mais sans la petite glacière là, que Félix avait apportée, là, je pense que ça aurait été impossible de faire ça. Là. Mais merci Félix. Merci, voilà. Félix. Mais bref, pour le marathon, justement, mis à part le petit virus, là, moi je pense que c'est objectif atteint parce que probablement que tu avais quelque chose qui couvait en plus. Là. Fait que ton build-up pour ça a quand même été solide avec des semaines jusqu'à justement des 140, un petit peu plus parce que des fois, tu as tendance à vouloir en faire un petit peu plus en kilométrage, puis je te le donne. Quand tu mets la braquette 120 à 140, c'est rare que je vise le 120. Ouais. C'est bien correct, je comprends ça. Puis le volume, c'est quelque chose que tu manges bien puis que tu n'as pas besoin de... C'est assez nouveau, mais je pense que oui. Oui, honnêtement, tu n'as pas eu beaucoup de blessures, tu as eu des tensions, mais de là à dire des blessures. Non. Puis quand c'est bien pondéré avec le bon ratio en pourcentage, là, du 95-5, on va dire en pyramidal, normalement, ça peut bien passer quand même. Mm-hmm. Et là, on tombe un peu plus justement dans la préparation spécifique de trail, où là, on commence à manger du D+, et on en mange quand même solide. Tu n'as pas eu beaucoup de préparation avant ton QMT. Fait que c'est sûr que ça t'a joué un petit peu dans le dos, entre guillemets, parce que tu as fini ton marathon, tu voulais bien faire au marathon, puis là, tu avais 6 semaines plus tard ton QMT. Pas beaucoup de trail avant ça, etc. Ouais. Tu sais, en fait, j'étais un petit peu ambivalent par rapport à ça parce que je regarde les autres coureurs québécois qui étaient là sur le QMT. Ils étaient un petit peu dans le même bateau. Là, tu sais, JP, c'est JP, hein, c'est une machine de guerre. On peut pas calculer les trucs avec JP. Là. C'est comme, tu peux pas te baser sur ce que lui fait. Là. Le pire, c'est que, tu sais, JP, pendant la course, il y en a eu un bas aussi, puis il a été capable de revenir. Fait que, tu sais, c'est tout à son honneur, là. Tu sais, JP, il a une bonne force mentale, là. Mais, tu sais, tout ça pour dire que le QMT, il arrive vite dans la saison, là. Tu sais, il n'y a pas grand monde qui va avoir fait beaucoup, à moins que tu aies fait des camps d'entraînement, là, beaucoup de trail avant, là, quand même, là. Mini parenthèse, JP a la faculté extraordinaire de ne pas se poser de questions. De juste exécuter le truc. De comme faire non, ce sentiment-là, je ressens rien. Genre, il réfléchit pas. On dirait qu'il réfléchit pas plus loin que dans la minute qu'il vit. Puis là, c'est comme, je me sens mal, j'ai un peu envie de vomir, fait que je veux juste ralentir un petit peu. Puis là, mais je me sens mieux. Puis là, il réaccélère. Il n'y a pas comme de projection de je vais me sentir fucking mal tantôt. C'est juste en ce moment, je vis ça. Pose pas de questions, on continue. Capacité quand même assez extraordinaire. Là. Ça prend ça pour performer entre elles. Là. Fait que, Puis c'est un peu là qu'on a commencé à calculer ton D+, parce qu'on l'avait pas fait vraiment spécifique avant. On l'avait, tu le faisais un peu à la volée, mais là, tu manges des semaines de 4000, 5000 de D+, quand même, là, dans ces semaines-là, avec des week-end shocks. Le week-end shock une fois par mois ou presque, là, du QMT, justement, jusqu'à Chihuahua. Puis, tu sais, comme je le disais, tu es un gars qui mange beaucoup de volume parce qu'on a été tapé. Je pense que la plus grosse semaine, c'était 160 avec 6000 mètres de dénivelé, si je ne me trompe pas. Bien, c'est sûr qu'on peut toujours se comparer puis trouver qu'on n'en fait pas beaucoup de volume. Là. Mais à un moment donné, si tu veux faire du volume puis t'entraîner de façon intelligente, dans mon cas, je ne verrais pas comment je pourrais en faire beaucoup plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, je veux quand même te lancer des fleurs parce que, je veux dire, 160, 6000 mètres, tu as quand même une vie, tu as une famille, tu as un job à temps plein. Puis tu sais, c'est que ça... À la limite, il y en a qui vont gagner des courses sans faire ça. Mais tu as mis du temps en tabarnouche là-dedans. Là. C'est du gros temps. Puis... Je dois dire que c'est grâce à des compromis familiaux. Puis, je veux dire, ma blonde est très compréhensive. C'est une athlète aussi. Là, donc, elle a
m'aide dans tout ça, à essayer d'organiser l'entraînement dans la vie familiale. Puis je suis chanceux parce que sans ça, ce serait pas possible là, de faire des ultras puis d'avoir des objectifs comme j'ai maintenant. Donc, oui, j'ai une job à temps plein. Oui, on a un enfant. Puis on a une vie normale. Là. On n'a pas une vie de moine non plus. Mais je pense que ça fait partie d'un équilibre. Puis c'est important. Puis je veux dire, tu me lances des fleurs, mais moi, je lance des fleurs réciproquement à ma blonde parce que sans elle, ça serait pas possible de faire ça, clairement. Tu sais, ça t'amène à faire sans taper la course de la chute du diable puis de gagner par un haut la main, là, je veux dire. Puis comment tu te sentais pendant cette course-là? C'était... Course sans lacune, vraiment. Là, plan nutritionnel, comme je te disais tantôt, ça a fonctionné. J'ai fait du 80 grammes à l'heure, ce que j'avais jamais été capable de faire tant que ça avant. Puis de la bonne énergie tout le long. T'as pas fait de taper non plus. Là. T'as pas fait de taper. C'était 4500 avec 120-130 kilos quasiment. Fait que, c'était pas de taper. Là. C'était prévu dans le plan comme ça parce qu'on peut pas taper pour chacune des courses quand on a un objectif non plus. Ouais. Puis après ça, ce qui nous amène à la préparation spécifique justement de Chihuahua by UTMB. Puis là, nouvel truc qu'on a inclus dans l'entraînement parce qu'on sait que tu vas bouillir là-bas un peu. Fait que Heat Training, un peu le même protocole qu'on a fait pour le pour le dernier méso, fait que du gros volume. Souvent on finit avec une plus petite semaine avec du polarisé un peu, donc des intensités un peu plus élevées. Chaleur, donc dans la semaine de récupération post chute du diable, exposition 3 fois. Tu me diras si tu as été peut-être tu t'en rappelles même pas, mais 2 à 3 fois, des 30-45 minutes. Je t'avais mis un vélo, une cape. Probablement que tu as juste ça de la course à pied, puis c'est bien correct. Puis après ça, on a tombé dans le protocole 4 fois semaine, moins 4 avant l'UTMB, moins 3 4 fois, moins 3, moins 4 4 fois, moins 3 4 fois. Moins 2, 3 fois, puis la semaine, justement, moins 1, la semaine de l'UTMB, on va dire, tu étais exposé naturellement là-bas à la chaleur, justement. OK. Par rapport à ça... Vas-y, parce que le dernier épisode était sur le heat training, fait que ça va être intéressant que tu en parles. C'était super intéressant, puis j'aimerais ça comparer un peu le protocole de core versus ce que tu m'as fait faire, voir c'est quoi. Mais j'ai trouvé ça excessivement difficile. Puis je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu courir ces plaines avec mon imperméable, mais il y a une méchante gang de monde qui ont dû se demander c'était quoi cette malade-là, parce que mon tapis roulant était brisé. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'étais pogné pour aller courir dehors avec mon setup. Ton space fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux imperméable à ma blonde, que là, je me mettais des élastiques aux bras puis aux jambes, puis avec la capine bien fermée. T'avais de l'air bien intelligent. J'avais l'air super, j'avais l'air surtout. Puis c'était tellement difficile, là, honnêtement. Là. J'allais courir avec mon voisin, Alexis Lepage. Puis il me jasait, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, tu sais, je vais te répondre en haut de la côte là, parce que comme c'est dur en ce moment. Puis c'était à 5 du kilo. Ben, Alexis, il est quand même raisonnable dans ses zones 1 aussi. Il est capable d'aller lentement. Oui, c'est ça. C'est juste que d'habitude, on jase. Puis j'avais plus de difficultés. Mais tu sais, 150 de pulse à courir à 5 minutes du kilomètre. Puis au début, j'y allais sans eau parce que tu m'avais dit il faut essayer de minimiser justement l'hydratation pendant. Puis après ça, tu te réhydrates beaucoup. Surtout si tu fais comme 30 minutes, 1 heure, là, Mais... En fait, je vais te répondre là-dessus parce que je veux pas nécessairement que les gens fassent ça. C'est que quand tu es rendu à un haut niveau quand même, là, c'était ta première fois que tu le faisais, fait que j'aurais peut-être pas dû donner ce conseil-là. Mais il y a des athlètes qui vont minimiser l'apport en eau pendant pour maximiser les gains, justement, de l'effet de l'acide au niveau plasmatique et tout ça. Puis se réhydrater énormément après, ça, c'est ultra important. Fait que s'il vous plaît, buvez pendant aussi. Si c'est vos premières fois, c'est super important. Surtout si vous êtes plus amateur puis vous faites des 50-60 kilos par semaine. Mais là, on parle de Victor qui fait des 160 kilos par semaine assez intense. En tout cas, j'ai couru avec ma gourde à la fin parce que, tu sais, 1h15 sans eau, je me serais pas vu faire ça, là, c'est clair. Là. C'est un petit follow-up sur l'épisode de la semaine passée. C'est vraiment fucking tough. Un matin, j'en ai fait un sur mon vélo. Puis c'est vraiment... Genre, ça compte pas comme un entraînement easy. Tu peux pas penser que c'est juste comme... ça remplace un jog de zone 1. C'est un stress. C'est un stress sur le système. C'est un stress... C'est tough pour vrai.
Ça prenait 2 jours récupérer, je te dirais. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Fait que tu sais, c'est important, je pense, d'avoir peut-être justement le sensor ou avoir des moyens de monitorer, justement, puis pas dépasser les zones de fréquence cardiaque. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire des protocoles moins invasifs comme qu'on a fait. Tu peux faire des 30 minutes post-entraînement, juste que tu fais un 30 minutes avec ton suit. Même juste porter un suit. Il y a une étude que je t'ai envoyée, que François Billot m'a transféré, justement, que tu fais un peu du passif. Tu sais, mettons, je pense qu'il y en a qui s'entraînaient dans le gym avec le suit, puis qui développaient quand même des très bonnes acclimatations avec ça. Fait que, de plus en plus, je pense qu'ils vont démontrer que tu n'as pas besoin d'en faire des gros protocoles pour avoir la bonne acclimatation. Par contre, c'est sûr que si tu veux avoir tout l'effet plasma, hémoglobine, malheureusement, tu ne peux pas t'en tirer. Mais pour avoir un protocole d'acclimatation et tout, je pense que si tu fais un 10 jours ou un 5 jours avec un peu de sauna puis des trucs comme ça a un gros effet. Puis, comme on disait, entre 5 et 10 jours, c'est là que tu as le plus gros effet. Fait que tu n'es pas obligé de faire des gros protocoles très longs. Puis on se rend de plus en plus compte justement que de faire des gros protocoles très longs de 4-5 semaines, c'est quand même dur sur le système. Là. Puis c'est dur sur l'intervalle, de récupérer puis tout ça aussi. C'est ça. Puis peut-être que tu compromets aussi là, tes autres entraînements de qualité que tu as dans ta semaine. Donc peut-être pas l'idéal non plus. En tout cas, moi je pense que d'avoir fait plus que ce que j'ai fait là en termes de préparation au heat training, c'est sûr que j'aurais pas été capable de rentrer le reste là, de mes entraînements. Ben, tant mieux, je pense que puis tu sais, à un moment donné, tu m'as écrit puis tu m'as dit là, c'est tough un peu plus. C'est tough. C'est ça, on a adapté. C'est ça, réduire un peu là-dessus puis ça va être bien correct. Là. Exact. Puis ça nous amène à Chihuahua, puis malgré la petite défaillance de la fin que je considère normale dans le parcours, altitude, chaleur, 160 kilos, c'est quand même une grosse performance. Là. Quand on fait des 100 000, je pense qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses comme ça qui arrivent. C'est inévitable. C'est tellement intense sur le corps, c'est tellement une grosse commande qu'il va y en avoir des péripéties. Là. C'est comme inévitable. Là, c'est sûr, c'était mon premier. Fait que bon, il y avait beaucoup de petits tweakages à faire, on va dire. Là. Mais c'est ça. Une bonne première. Une bonne mise en bouche. Là. Ouais, je sais pas à quel point je ferais ça à chaque année, par exemple. Ouais. Mais tu sais, là, il y a l'objectif de l'UTMB l'année prochaine. Ça motive, tu sais, ça va être cool. Fait que on va essayer de travailler vers ça. That's it. Merci, man. Merci, Charles. Merci à vous deux. That's it. On va suivre ça avec attention. Merci aux auditeurs.